Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club de la Presse, l'émission qui décortique l'actualité mosellane avec la crème des journalistes locaux, à commencer par Cédric Rouillon de RCF Jéricho. Salut Cédric. Salut Arnaud, et puis bonne année, meilleurs vœux à tous les spectateurs de Moselle TV. Oui, puisqu'on peut encore jusqu'au 31 janvier, même si c'est une tradition qui se perd un tout petit peu. À tes côtés, Sylvain Villaume. Ça va Sylvain? Bonjour Arnaud, ça va. Le fondateur est parmi nous. Ça va très bien, merci. Toujours un plaisir de t'accueillir. Des petites nouvelles pour le prochain numéro? Il est attendu, espéré pour le printemps. C'est bientôt le printemps. Oui, on l'espère en tout cas, on est impatients, effectivement. En face, Fred Schnur pour tout Metz. Salut mon Fredo. Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Et puis un petit peu de fraîcheur, de jeunesse dans cette émission. Merci. Avec Jonathan Déniche de l'hebdomadaire La Semaine. Salut Jonathan. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. On commence tout de suite cette émission avec les coups de cœur et les coups de gueule. Et on va commencer avec toi, Cédric. Tu vas nous parler de ChatGPT. Ouais, alors, je dois reconnaître que je ne connaissais pas, y compris la prononciation. J'ai failli faire une belle boulette. Merci à vous, en tout cas. Je parle sous l'autorité de Frédéric, qui est un référent local sur le numérique. Ça a créé pas mal d'émotions dans les rédactions, aussi dans le monde étudiant. ChatGPT, c'est cette intelligence artificielle qui a été fondée, c'est par OpenAI, une entreprise américaine, qui a la capacité de générer du texte, d'engager des discussions, de répondre à des demandes de manière textuelle et de le faire en fait quasiment indétectable. Enfin, ça génère des textes qui semblent être humains. On va le présenter comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un changement, et c'est là que je me tourne vers Frédéric, moi j'ai l'impression que c'est le changement le plus radical depuis l'invention de Google, quelque part dans le paysage, en tout cas dans les gens qui génèrent du texte. Et ça vaut le coup, je pense, d'essayer au moins une fois, d'aller sur le site internet de ChatGPT et d'essayer de lui demander tiens, est-ce que tu peux me faire une pièce, fais-moi une proposition de pièce de théâtre qui met en œuvre tel personnage et tel personnage qui sont dans tel décor, et la machine va générer des choses qui sont assez surprenantes. Ça marche aussi, et c'est plus embêtant peut-être pour les étudiants. Pour les étudiants, voilà, ça peut mettre en œuvre, parce que ça a en gros digéré tout Wikipédia, et donc ça peut générer des milliers de lignes à la demande. Alors ce que ça bouscule, forcément, c'est dans le monde journalistique, ça met en œuvre qu'est-ce que c'est rédiger, qu'est-ce que c'est de transmettre de l'information, et puis du point de vue plus individuel, c'est se poser la question aussi de ce qu'on consomme. Moi, ce qui m'a interrogé, c'est le fait que si le texte semble crédible, c'est aussi parce que souvent on est environné par des textes qui ne sont pas de très bonne qualité. En effet, ça va peut-être demain remplacer non pas l'excellent travail de très bons journalistes, mais ça va peut-être remplacer la communication un peu environnante pour faire des communiqués de presse. Alors si c'est pour enlever des communiqués de presse bourrés de fautes, je dis oui. Si c'est pour ne plus voir la belle plume de Sylvain Villaume, là je dis non. J'ai fait l'essai d'ailleurs, ça marche aussi. Si vous lui demandez un communiqué de presse qui va présenter tel événement avec à la fin une citation de tel auteur, ça sait le faire aussi. Et donc ça peut faire plein de choses comme ça. Mais derrière, c'est aussi la question de qu'est-ce que c'est écrire. Et pour plein de gens, écrire, c'est penser. Et on ne s'engage pas de la même manière, je pense qu'on ne réfléchit pas de la même manière si on s'enlève cette capacité à écrire des choses. On pourrait parler des heures de ce sujet, Fred. Ça infantilise finalement peut-être l'humain, puisque ça aide beaucoup trop, je trouve. Alors peut-être que je vais un peu loin, je caricature. Oui, alors on peut toujours. En fait, il y a toujours un revers à chaque médaille. On peut effectivement regarder les mauvaises utilisations que ça en a. J'aimerais rappeler quand même, comme tu l'as dit, Cédric, c'est qu'il s'appuie sur des contenus qui ont déjà été écrits. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui est allé écrire ces textes. Donc il n'invente pas forcément grand-chose. Il réassemble des éléments, première chose. Deuxième chose, c'est pas lui qui va vérifier l'information sur le terrain comme les journalistes le font, l'acquérir. Donc les journalistes vont aller produire une information que lui va peut-être digérer d'une certaine manière. Donc ça n'empêchera pas qu'il va falloir à un moment ou un autre aller la vérifier l'information, parce que sinon tous ceux qui s'expriment vont pouvoir nous emmener toutes et tous promener dans le parc pour nous raconter tout et n'importe quoi. Donc ça, au contraire, ça renforce la position et la nécessité d'avoir des
journalistes qui font le travail là sur le terrain tous les jours. Après, l'infantilisation au sens propre, ça permet de générer des choses. La machine a toujours essayé de supporter des choses qui pouvaient être ennuyeuses. Lorsque c'est mal utilisé, ça produit des effets négatifs. Lorsque c'est bien utilisé, ça produit des effets positifs. J'arrive pas à trouver des histoires pour mon enfant. Produis-moi des histoires avec des chevaux, des licornes. On voit le papa là qui a du mal le soir. Non, j'en fais plus. C'est bon, les histoires là, ça fait quelques années qu'on n'en produit plus. Mais voilà, il peut y avoir plein de choses. J'en raconte toujours plein, mais j'essaye de vérifier les informations préalables. Très bien. On va passer à toi, Sylvain, avec un coup de cœur que la rédaction de Moselle TV partage, puisque cela concerne Jonathan Zico, chroniqueur notamment au Graouli Mag. Exact. Enfin, alors au-delà de sa personne et de sa performance, donc il est crémier fromager à Metz et il a remporté la médaille de bronze de la Coupe de France des fromagers qui avait lieu récemment à Lyon dans le cadre du salon du CIRA. C'est en soi une belle performance évidemment individuelle, mais on connaît tous son histoire, son parcours et son travail aujourd'hui. Ce que je voulais souligner à travers cet exemple-là, c'est le courage d'entreprendre dans le domaine de l'artisanat de bouche et particulièrement dans la fromagerie-crémerie, quand on sait que 90% des produits crémiers sont vendus en grande surface, ce qui veut dire que ça vient de l'industrie agroalimentaire. C'est pas forcément très sain, avec du lait qui peut être qui est pasteurisé, produit par des troupeaux dont on peut douter des conditions d'élevage et des conditions de travail des salariés aussi. Là, on est sur du créneau de proximité dans le service rendu aux gens, mais on est aussi dans des produits plus sains, de meilleure qualité, traçables, tous traçables. Il connaît quasiment le prénom des chèvres et des vaches qui produisent le lait, qui produisent ces fromages. Alors évidemment, on va me rétorquer que c'est un peu plus cher, mais on n'est pas non plus obligé d'acheter 3 tonnes de fromage industriel par semaine. On peut se contenter d'en manger parfois et du bon. Et je trouve que quand on connaît le contexte actuel, c'est assez, d'une part, courageux et remarquable de sa part de faire ça, et c'est aussi un peu militant de la part des gens d'aller se fournir dans ce genre de commerce. Et c'est une effectivement belle reconversion de la part de Jonathan Zico, passé par le centre de formation du FC Metz, qui a joué après en Allemagne et qui est aujourd'hui à la tête d'une fromagerie qui marche très bien, sans doute celle la plus bankable du centre-ville, rue du Grand Cerf. La fromagerie du Grand Cerf. Effectivement. Et pour les gens qui ne sont pas à Metz, on peut aussi se fournir directement chez des producteurs. Dans toute la Moselle, il y a des fermiers qui font du fromage. Je pense à la Soulèvre au sud de Metz, mais il y en a plein également en Moselle-Est ou dans le Beacherland. Ce qui est quand même important, c'est la proximité et le circuit court. On va passer à toi, Jonathan. Alors, il y a une petite proximité avec Sylvain, parce que toi, tu veux mettre en lumière ces entreprises qui créent leur propre centre ou école de formation pour développer leur savoir-faire. Et tu as pris en exemple PFF Façade. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet là qui me tient à cœur en ce moment. Je crois que dans un monde où on cherche à relocaliser, à conserver les compétences sur nos territoires, la formation a un rôle majeur à jouer. Et donc là, effectivement, cette entreprise PFF Façade, qui est basée à Noroy-le-Veneur, a lancé là la 2e promotion de sa PFF Academy. On la voit notamment à l'écran. Voilà, et donc voilà, ça permet de former des jeunes au métier de façadier, qui est extrêmement technique et qui surtout est au cœur des enjeux actuels, puisque la transition énergétique passe bien sûr par la réhabilitation des façades et voilà. Sauf qu'il n'y a pas de formation spécifique en France pour ce métier de façadier. Il faut passer par les formations assez classiques du BTP, mais finalement c'est vraiment un métier extrêmement technique et donc ça manque. Donc ce chef d'entreprise, David Arslan, qui a en plus un parcours exceptionnel, qui est parti de pas grand chose, voire de rien, et qui a monté une belle entreprise aujourd'hui mosellane, a pris le sujet à bras le corps et donc il propose à ces jeunes de venir en formation chez lui. C'est payé au SMIC, me semble-t-il, et puis ensuite il y a la proposition d'intégrer l'entreprise en CDI. Voilà, la formation est à la fois théorique, pratique sur les chantiers de PFF Façade. Et pour l'anecdote, du coup, David Arslan rencontrera au mois de février, normalement, aux dernières nouvelles, l'ex-président de la République François Hollande, qui pourrait lui apporter son soutien là-dedans. On a aussi des entreprises en Meurthe-et-Moselle qui font ça. Je pense à Ampio-le-Lorrain, qui est le dernier fabricant de chalumeaux de France, qui cherche aussi à faire son école de formation pour conservons nos savoir-faire, enfin conserver les savoir-faire ici.
En tout cas, je reconnais bien là le spécialiste économique de l'hebdomadaire La Semaine, et je présume qu'il y aura bientôt un portrait de PFF Façade, si ce n'est déjà fait. Pour toi, Frédéric, tout autre chose. Là aussi, je reconnais le sportif, puisque tu veux effectivement. Tu tous à bon escient. Hein. Je pense qu'on avait tous envie de tousser. Excusez-moi. Tu veux parler de la course à pied du côté de Mécleuve, qui a lieu le 29 janvier prochain, la ronde du Val-Saint-Pierre, qui inaugure principalement la grande année de course à pied. Oui, c'est traditionnellement la première. Alors, il y a eu la Noctirun, mais qui est dans un autre domaine qui s'est passé à Metz à la mi-janvier. Mais voilà, la ronde du Val-Saint-Pierre, c'est un 13,5 km, bien frais, parfois un peu givré, même au sol. C'est une course qui est intéressante parce que voilà, on commence à se lancer, on commence à préparer sa saison, on positionne ses objectifs, et puis celle-ci, elle donne un petit peu, pour ceux qui s'entraînent en hiver, un premier repère de forme, et puis voilà quoi. Au-delà même de cette course-là, ce que je voudrais un coup de cœur pour Mécleuve. Ouais, c'est Mécleuve. En fait, c'est une petite commune. Mécleuve, c'est pas une grande commune, c'est une commune de Metz Métropole, mais il y a un dynamisme assez sympa par la MJC et toute l'association. C'est différents bénévoles, hein, mais les bénévoles se partagent, mais il y a ensuite les spécialistes là-dedans. Donc il y a effectivement ceux qui font de la course à pied, mais on a à Mécleuve un festival qui s'appelle Metz en scène, qui est, je prends mes notes, 3, 4 et 5 mars prochain. C'est 9 compagnies théâtrales, donc 9 représentations sur les dates, 2 ou 3 par jour selon, que des compagnies du coin. Il y a du Montigny-les-Metz, du Henry, du Metz, enfin c'est vraiment que des compagnies d'ici. Ça se passe aussi à Mécleuve, donc et puis il y a Mécleuve Terre de Blues. Et puis il y a le MTB qui est début septembre, tout ça dans un patelin. Mécleuve qui a aussi participé à Hop 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 sur d'ailleurs le lancement de Hop 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 l'an dernier. Donc voilà, c'est quand même des bénévoles, des gens qui se prennent en main, qui organisent des choses, qui se font plaisir. C'est familial, et puis ça produit localement aussi de l'animation sur lequel on n'est pas face aux grandes écuries, on est dans le réel. Le MTB, si vous y êtes jamais allé, au Mécleuve Terre de Blues, comme au festival d'ailleurs, ce sont des choses qui sont, voilà, on se sent bien, c'est authentique, c'est bien fait, c'est fait par des passionnés, et ça se ressent en fait, et on n'est pas on est dans le contact humain. Et je voudrais vraiment saluer le travail de ces bénévoles. Il y en a ailleurs dans d'autres communes. J'ai pris Mécleuve en exemple, mais il y en a plein partout. Il faut saluer le boulot qu'ils font. C'est super. Voilà. Vous avez été prolixe en tout cas pour ces coups de cœur et ces coups de gueule. Il est temps d'enfiler une blouse. C'est le premier thème de ce club de la presse. On va parler d'un dossier qui secoue le Landerneau-Mosellan depuis un petit bout de temps, et surtout les acteurs de la santé depuis 1970, le CHR de Metz-Thionville qui souhaite ardemment obtenir son U pour devenir universitaire. David Larivière, le DG par intérim, Marie-France Oliéric, présidente de la CME, et Califé, le président du conseil de surveillance, l'ont réaffirmé dernièrement. Aujourd'hui, ma question elle est simple. Ça fait quand même un dossier, c'est un petit peu comme la 31 bis. Le dossier a commencé avant même que Jonathan Néniche soit né. On n'en voit toujours pas le bout. Même si une convention hospitalo-universitaire a été signée le 19 novembre 2019 entre le CHR et l'Université de Lorraine, faut-il continuer de se battre pour avoir ce fameux U? Est-ce aujourd'hui indispensable? Quel est ton avis, Cédric? Alors, est-ce qu'il faut? A priori, oui. Et c'est surtout pourquoi parce que c'est un dossier qui revient, en effet, qui a tellement été feuilletonné que moi, je fais partie des gens qui avaient fini par perdre le fil de pourquoi même... Enfin, qu'est-ce que c'est un CHU, finalement? Et c'est vrai que ce qui est important, je pense, pour la Moselle, c'est pas tant d'entrer dans une concurrence qui a été un peu mise en scène aussi par les réseaux sociaux à travers les différentes prises de parole politiques. C'est surtout de... Pour rappel, pour nos téléspectateurs, c'est Mathieu Klein qui a lancé le coup d'envoi de cette polémique lors des vœux du CHU à Nancy, en disant « L'universitarisation de Metz-Thionville n'a de sens que si elle s'inscrit dans un projet régional. Il ne serait ni raisonnable ni souhaitable que deux CHU existent à 60 km l'un de l'autre. » Réponse. En se tournant le dos. En se tournant le dos. C'est vrai que c'est important. Ah oui, le en se tournant le dos et d'ailleurs a visiblement pas été entendu par son confrère messin. François Grosdidier, la réponse, grosso modo, c'est la tutelle de Nancy-sur-Metz qui serait inacceptable. C'est la phrase la plus clinquante du maire de Metz. Là, on entre sur le classique Nancy-Metz, qui a déjà, qui est entré dans tous les équipements. C'est le débat
de tous les équipements structurants lorrains. C'est le fait que ces pôles lorrains, ils sont deux, et que bien souvent, la dualité, elle nous amène à nous perdre en chemin. Je reviens sur finalement l'intérêt du CHU. Un CHU, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un équipement qui irrigue tout un territoire. Et de fait, la Moselle étant le territoire pour l'instant encore d'1 million d'habitants, en concurrence avec le voisin frontalier du Luxembourg pour faire venir des talents, des médecins, des chercheurs, le besoin, il est celui-ci. C'est de continuer à irriguer le territoire mosellan et de ne pas se retrouver demain avec une Moselle qui est en perte de compétences sur le volet médecine, avec des déserts médicaux, alors que tout serait du côté nancéen. Et c'est vrai que là, au-delà du fait CHU, pas CHU, ce qui est important, je pense que c'est surtout que les Lorrains aient un projet réfléchi, cohérent, c'est ça finalement, des hôpitaux qui travaillent ensemble et qui permettent d'irriguer tout le territoire, de répondre à ce besoin-là. Demain de médecine, en se disant qu'en effet, on sait qu'il y a de plus en plus d'infirmières, de médecins qui vont chez nous franchir ce pas et de partir au Luxembourg. Sylvain, est-ce que tu comprends quand même les déclarations de Mathieu Klein? Quand on les lit dans leur entièreté, oui, évidemment. Après, quand les mots sont sortis de leur contexte, c'est déjà plus embêtant. Et surtout si on en profite pour réalimenter une guerre Nancy-Metz qui n'a pas lieu d'être. De clocher. Qui n'a pas lieu d'être ailleurs que sur des terrains de foot, et où là elle est réglée pour un bout de temps quand même. Donc l'enjeu, c'est pas Metz contre Nancy, c'est Metz et Nancy, Metz avec Nancy, la Moselle avec la Meurthe-et-Moselle. C'est apprendre à la dimension d'un bassin de vie, d'un nombre d'habitants qui est assez important, très important même, et plus que certaines villes équipées d'un CHU. Après, les enjeux sont aussi en termes de recrutement d'étudiants, par exemple, de capacité d'accueil ensuite. Donc ce serait quand même dommage d'altérer une éventuelle dynamique autour de ça par des querelles entretenues à tort ou à raison, plutôt à tort. Jonathan, c'est vrai que Qualifié, lui, prend l'exemple notamment de Montpellier et Nîmes pour essayer de convaincre, pour dire qu'effectivement on peut faire la même chose avec Nancy et Metz. Et avec une seule faculté. Avec une seule faculté, oui. Oui, voilà. À Nancy. Oui, tout à fait. En fait, l'essentiel, je pense, a été dit là autour de la table. Mais c'est vrai que cette configuration existe finalement avec cet exemple Montpellier-Nîmes. Alors, on n'est pas non plus à l'intérieur, on ne sait pas comment ça se déroule là-bas, mais effectivement, pourquoi pas? La configuration ne semble en tout cas pas impossible. Fred, c'est vrai que si on est pragmatique, 1976, Metz avait obtenu le label CHR. À l'époque, il en existait 32. Il en existe aujourd'hui toujours autant. Seuls 2 ne sont pas passés CHU, c'est Metz et Orléans. Or, Jean Castex, lorsqu'il était Premier ministre, a annoncé justement qu'Orléans allait passer CHU. Alors, tu connais le rapprochement entre Jean Castex et Orléans, ça a sans doute joué, mais ce qui veut dire aujourd'hui que Metz est presque un petit peu le dindon de la farce. Là aussi, je caricature, mais pourquoi Orléans? Pourquoi pas Metz? Alors, je pense que tu as donné une bonne partie de la réponse. Et parmi ces 32 centres, Metz est le 17e centre régional. Oui, alors c'est une histoire d'homme avec un grand H, et lorsque les choses se font, elles se font. Après, c'est aussi une histoire d'expression. On ne peut pas reprocher à des hommes et des femmes politiques de porter le débat et de continuer la bataille, fût-elle prise sur plusieurs décennies. Je crois qu'il faut quand même rappeler quelque chose. En 2019, ça a été signé, d'accord? On a pris un petit épisode bizarre depuis, la chose reprend. Mathieu Klein, malgré le fait que effectivement les mots étaient peut-être des mots n'aient pas été pris dans le contexte, oui, malgré tout, il a pas parlé de mise sous tutelle, je pense qu'il se doute bien que lorsqu'on relance cette histoire entre Metz et Nancy, François Grosdidier n'aime pas du tout être titillé là-dessus. C'est une de ses promesses de campagne. C'est supporter, j'imagine. C'est un de ses chevaux de bataille là-dessus, donc il ne va pas laisser passer ce genre de choses. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort d'extraire le contexte? Je crois que l'important, et je pense que Sylvain l'a dit, c'est qu'en fait, globalement, Metz rejoigne le giron des CHU, qu'il y ait une faculté de médecine à Metz ou à Nancy. Je pense qu'il y a aussi des facultés de droit à Metz et à Nancy. Comment ces spécialités? Nancy veut une spécificité. Nancy a toujours un peu peur d'une Metz trop puissante, mais dans la réalité, à chaque fois que ça a bossé ensemble, ça a produit des choses positives, et à chaque fois que ça n'a pas
bossé ensemble, ça a produit des trucs à la mort moelleux comme une gare et un aéroport perdu au milieu du... Voilà. Il y a un moment ou un autre, il faut qu'on s'entende. Et puis, il y a la polémique et il y a le fait que ce soit signé et que ça va avancer, que qui que ce soit le veuille ou non, mais il faut quand même que la puissance, l'autorité publique mette du poids pour que ça se poursuive. Et on voit bien, pour prendre un tout autre dossier que celui de la 31 bis, c'est que tant qu'il n'y a pas de poids politique et de volonté et d'insistance permanente, il y a un moment, tant que c'est pas fait, donc il faut continuer. Et pour qu'il y ait du poids politique, il faut qu'il y ait unité, union, cohérence, cohésion. C'est toujours mieux de s'entendre et de se parler avant de prendre des prises de parole à tort et à travers. Et puis François Grosdidier a aussi un appui de poids, si je puis me permettre, c'est François Braun, le ministre de la Santé. C'est vraiment tout en haut de sa pile des dossiers. Il en parle régulièrement, notamment à la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc on peut penser que ça pourra voir le jour prochainement. En tout cas, on l'espère. On va regarder, si vous voulez bien, tout de suite le dessin de l'ami Yann Lindingre avec donc la guéguerre Nancy-Metz. Il insiste dessus. Les Messins veulent leur propre fac de médecine. Et puis quoi encore? Leur place Stanislas aussi, pour l'interrogation. Après la blouse, on va parler de toute autre chose. On va mettre le vêtement préféré de Sylvain Villaume, c'est le short. C'est le deuxième thème de cette émission. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien un petit peu titiller aussi, être un petit peu polémique. Après la victoire de Metz Handball contre Győr en Ligue des Champions, mais également contre Brest en championnat de France, c'était mercredi soir, Metz Handball qui truste tout. Est-ce que Metz Handball est finalement la locomotive du sport mosellan et du sport messin? Et je me tourne directement vers toi, Sylvain, puisque tu as longtemps suivi le FC Metz. Aujourd'hui, est-ce que finalement, oui, quand on voit ce qui s'est passé aux arènes contre Győr, vraiment aux arènes, c'était the place to be. Il y avait les supporters, il y avait les cols blancs, les hommes politiques. On peut penser qu'aujourd'hui, la cathédrale du sport messin, ce sont les arènes. C'est possible. Après, évidemment, comparaison n'est pas raison. Si l'idée c'est de comparer le mérite d'une équipe masculine de football à accéder à la Ligue 1 et le mérite d'une équipe féminine de handball à devenir championne de France. Ah, j'ai mis la pièce dans le jukebox là. Ne comptez pas sur moi, on pourrait aussi parler de Metz tennis de table dans ce cas-là. En revanche. Mais c'était demi-finaliste de Ligue des Champions. En revanche, s'il s'agit de désigner le club qui manifeste le plus de constance au haut niveau, le plus de cohérence dans ses choix, qui conduit la politique sportive la plus efficace, la plus lisible aussi, qui choisit le mieux ses entraîneurs et ses joueurs, ses joueuses en l'occurrence. Alors oui, il n'y a pas photo, évidemment, le Metz Handball est la locomotive du sport messin et sans doute mosellan pour répondre à votre question. J'ajouterais aussi qu'une véritable unité, un esprit collectif, une union existe au sein de, je crois, entre toutes les composantes de Metz Handball. Je suis ça de moins près que vous, mais et que cela semble beaucoup moins vrai au FC Metz, où je sais que par exemple l'actionnaire majoritaire étant froid et critiqué publiquement par l'un de ses co-actionnaires, sont des choses qu'on n'imagine pas au hand, qui déchire en revanche depuis des années le club de football, et le résultat est là, effectivement, dans une constance au haut niveau très différente dans un cas et dans l'autre. Donc oui pour Sylvain Villaume, pour Cédric Rouillon, est-ce qu'aujourd'hui Metz Handball est donc la vitrine du sport messin? Je suis beaucoup plus modeste hein, sur je suis très modeste. Mais sur ma capacité d'analyse du hand à Metz, parce que je suis pas du tout spécialiste, observateur très lointain. En tout cas, ce que les Dragons arrivent à faire, c'est deux choses: avoir des résultats, et on sait que c'est toujours important dans le sport, et puis raconter une histoire. Et ça, c'est important au-delà du. Je pense qu'on personne ne reprochera. On parlait du FC Metz de faire des allers-retours entre la Ligue 1, la Ligue 2. Mais on aime qu'une histoire. Personne presque. En tout cas, mais on aime que le club nous raconte quelque chose, que le club. Au-delà du jeu, de la qualité du jeu, se projette, qu'on arrive à se reconnaître dans les valeurs d'un club. Le meilleur exemple, je crois que c'est Lens hein, sur ce volet-là. Si on regarde les clubs qui ont la dimension de Metz, où on est face à un club qui a un rôle social, qui a un rôle dans la ville, qui a un rôle chez les personnes. En ce moment, il se trouve qu'il a des résultats assez impressionnants, mais même quand il était au plus bas, je pense que le peuple lensois était là, et je pense que c'est un vrai modèle pour une ville comme Metz. Et les Dragons, elles ont cette capacité à emmener ce récit, pour avoir discuté, à faire des interventions médias dans des collèges ou des lycées messins. Aujourd'hui, il y a des filles qui se projettent, qui dans les clubs ont envie d'oser des choses, grâce aussi aux Dragons, parce que elles cassent certains plafonds de verre, comme on dit.
Jonathan, je sais que tu es supporter du FC Metz. C'est vrai que le foot, malgré tout, quand on voit la Coupe du Monde, presque 30 millions pour la finale, ça reste, et de loin, le sport le plus populaire. Là aussi, de façon pragmatique, toutes les 2 semaines, il y a 15 000 spectateurs, supporters qui viennent à Saint-Symphorien. C'est beaucoup plus que Metz Handball. Et même si Metz Handball jouait à Saint-Symphorien, je ne suis pas persuadé qu'elles attireraient 15 000 spectateurs. Donc finalement, est-ce que le FC Metz, malgré ses résultats, son yo-yo permanent entre la Ligue 1, la Ligue 2 et même le national, le FC Metz ne reste pas la vitrine parce que c'est le sport le plus populaire? Alors le FC Metz reste la vitrine bien sûr, mais il y a aussi une couverture médiatique qui n'est pas la même pour le FC Metz et pour le Metz Handball. Maintenant, il se passe quand même un truc avec ce club là, le Metz Handball. On va gagner, elles vont gagner à 1 seconde de la fin contre l'ogre européen Győr. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe quand même. Et maintenant, le Metz Handball, c'est une référence européenne. C'est plus un tremplin pour aller vers d'autres clubs. Faut aussi savoir que les budgets sont infiniment moins importants que Győr, mais même que Brest. Quand on voit notamment l'arrivée de Hansen et Grichsels, c'est un très joli conte de Grimm. Hansel et Gretel, elle est bonne. Voilà, on a quand même des pointures, les meilleures joueuses européennes et donc du monde qui viennent à Metz. Vous imaginez quel moyen il faudrait au FC Metz pour attirer l'équivalent Voilà. Effectivement. Mais alors maintenant, on ne parle pas tout à fait de. Donc oui ou non pour la question rapidement? Non, parce que il y a quelque chose d'irremplaçable à Metz et autour du FC Metz, c'est quand c'est jour de match, on a l'impression que la ville, alors on le sent quand même, on sent qu'il y a un match, ça parle du match à venir dans les cafés, dans les bars. Ne sois pas de mauvaise foi, Sylvain, c'est pas tout à fait quand faux. même, oui, non, mais bien sûr. Et j'ai rarement discuté dans la rue de handball avec des gens, mais très souvent de football, oui, ça c'est sûr. Mais cet engouement-là, il s'effiloche quand même largement, et sans vouloir jouer aux anciens combattants, ce qui était vrai dans les années, jusqu'au début des années 2000, l'est quand même beaucoup moins aujourd'hui. Il y a une forme de désintérêt autour de cette équipe. Il y a presque une forme d'indifférence, d'indifférence qui d'ailleurs n'est pas très bon signe et qui participe sans doute de ce que j'ai. Ça c'est la conclusion pour toi, Fred. Il n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'en étais sûr. Forcément. Il a des principes. Le handball et déjà, ça part mal. Le handball et plus spécifiquement le handball féminin n'a pas non plus à souffrir des travers que le foot business a engendré et que le football club de Metz subit de façon de plus en plus visible, on va dire. Subit ou entretient? Les deux. Mais a-t-il le choix dans le système? La réponse, elle est non. Et pour la question initiale, pour moi, c'est ni oui ni non la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une, mais des vitrines, et on n'a pas une, on a des locomotives, à la fois dans des sports différents, mais aussi dans un public qui est différent. Réponse de Normand. Oui, moi, on m'a demandé une réponse oui ou non, j'ai répondu les Dragons, elles amènent avec elles dans leur sillage des jeunes demoiselles, elles donnent envie, elles donnent une vitrine qui est totalement différente. Le public handball et le public, mis à part les partenaires, etc., et encore, n'adresse pas les mêmes messages, ne parle pas de la même histoire, n'emmène pas les foules dans la même... Mais au moment clé, et on parle de cette seconde où elle marque à 1 seconde de la fin, le FC Metz connaît aussi ses buts de dernière minute qui emmènent des foules plus importantes. Ce sont des vitrines, ce sont aussi des lieux où les partenaires se retrouvent, ce sont des lieux où les familles vont. Moi, je pense que c'est l'addition de ces vitrines qui font de Metz une ville sportive. Tout comme par exemple le Moselle Open qui se déroulera un peu plus tard dans la saison. On va voir très rapidement, parce qu'on est en retard, le dessin de Yann Lindingre avec donc les Dragons imbattables. Ma parole, c'est plus du handball, non, c'est du chamboule-tout. Et la citation pour finir: peu importe ce que les gens vous disent, les mots et les idées peuvent changer le monde. Vous avez 4 heures. Une citation d'un acteur américain bien connu, c'est l'acteur préféré de Sylvain Villaume, c'est Robin Williams. Merci à vous 4 en tout cas d'être venus sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club de la Presse avec Jérôme Bergerot aux commandes. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.